je laisse la parole à Ilyes qui va nous présenter donc l'intervenante de ce jour dans le cadre des conférences métiers. Et puis, je vous laisse mener le débat. Très bien. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue du coup dans cette conférence qui va parler du sujet le digital dans la stratégie omnicanal. Donc, dans un premier temps, je vais présenter un peu notre groupe et l'intervenante. Donc, déjà, merci à tous les étudiants ainsi que Monsieur Serir et Madame Mendler qui nous fait le plaisir de sa présence. Donc, le groupe est composé de Alice, Fabrice, Carla, Paul et moi-même. Et du coup, on est là pour vous présenter une conférence autour du sujet le digital dans la stratégie omnicanal. Du coup, Karine, je vais vous laisser vous présenter rapidement. Alors déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est un exercice qui m'amuse, oui, de partager ce sujet notamment avec vous. Donc Karine Mindler de Lavaux, je suis actuellement chez Sephora, Digital Domain Manager. Et donc voilà, à travers différentes questions, vous partagez en effet le digital, l'omnicanal, et notamment chez Sephora et dans cette période de Covid. Très bien, je vous remercie. Du coup, cette conférence va s'articuler autour de 3 thèmes bien distincts. Donc, dans un premier temps, ça va être un peu votre métier et votre parcours. Dans un second temps, ça va être le digital dans la stratégie omnicanal. Donc, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là. Et dans un troisième temps, les évolutions, justement, face au Covid. Comment Sephora ou même d'autres entreprises en général se sont organisées et ont pris les devants pour pallier à la pandémie actuelle mondiale, qui a touché un peu tous les secteurs. Donc, on va du coup entamer le premier thème, donc un peu nous parler de votre métier et de votre parcours. Donc, moi, je commencerai en gros par cette question. En quoi consiste votre métier? Alors, en quoi consiste mon métier? Aujourd'hui, en fait, mon périmètre tourne autour des sites e-commerce et applications de Sephora. Donc, essentiellement les sites internet, donc c'est Europe Middle East, les applications mobiles, mais aussi des applications que vous pouvez retrouver en magasin, qui sont du coup utilisées par nos conseillères. Donc, on les appelle les beauty advisors, parce qu'on est chez Sephora. Donc, voilà, il y a un petit titre marketing justement, et donc qui aide aussi à la vente ou à la connaissance du client ou des produits. Donc aujourd'hui, voilà, mon périmètre est celui-ci. Et je suis avec une casquette plutôt IT, hein, et donc je m'assure en fait de mise en œuvre les évolutions demandées par le métier, donc notamment le marketing, analytics, autres, et du coup de les mettre en œuvre avec les meilleures solutions possibles, efficaces, pour les mettre en œuvre. Voilà. D'accord, très bien. Et dans ce rôle de multicasquette, quelles sont vos missions principales? Alors, mes missions principales, déjà, ça va être, voilà, d'être le plus efficace en ses besoins métiers et ses solutions IT. Donc, la première étape, elle va être de valider ses besoins, de les comprendre. Puisque du coup, vous imaginez que voilà, dans mon périmètre, moi, je parle à la fois aux métiers, hein, à la fois aux IT, à la fois aux développeurs, à la fois aux directeurs, donc avec, les product owners, les product managers, si vous connaissez aussi ces populations, dans l'agile. Donc toutes ces différentes personnes, en fait, ont aussi, une manière différente de s'exprimer et d'interpréter. Donc les principales missions vont être, en effet, de valider les besoins métiers, et de s'assurer de la meilleure manière, en fait, dont on va la mettre en œuvre avec, ce qu'on va aussi appeler des trajectoires. Donc c'est-à-dire, pas forcément aller d'une bloc, mais aller, apprendre, continuer à aller, et du coup, voilà, prioriser et avancer pour la mise en œuvre de ces besoins. Très bien. Donc voilà. Sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, mais dans ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'était, dans les principales missions, comme j'écrivais dans la trajectoire, c'est de savoir bien comprendre le besoin, pourquoi. Voilà. Ça c'est pourquoi, c'est, je vais dire, la valeur. Quelle est, c'est un exercice, j'avais envie de le citer parce que c'est un exercice sur lequel parfois on passe, très rapidement, alors que c'est l'exercice le plus important. Le plus important par la suite, hein, c'est voilà, pourquoi on le fait, quelle valeur on veut apporter. Est-ce que c'est du trafic? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est de la marque? Est-ce que c'est, voilà, des contraintes légales? Et donc du coup de déterminer, qu'est-ce qui est ce qu'on va appeler le must have, donc qu'est-ce qui est nécessaire, le nice to have, pour justement déterminer cette trajectoire. Et c'est ce qui est le plus important, comme je disais, qui est pas forcément, ou parfois
on passe très vite dessus, hein, mais aujourd'hui, c'est vraiment des éléments qui nous permettent d'être plus forts dans cet univers aussi digital. D'accord, très bien. Des missions vraiment assez complètes, vraiment, axées sur la valeur, client, très bonne chose. Moi, afin de continuer sur vos superbes missions, va en découler, une fameuse question: quel a été votre parcours justement pour accéder à ce métier? Alors, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai différentes casquettes. Mais la première, moi, je suis ingénieure IT. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, donc dans les nouvelles technologies. Ça tombait bien parce que c'est ça dont on va parler, hein. Mais après, voilà, avec, quelques années d'expérience, derrière moi, j'ai beaucoup évolué côté métier. Donc avec, l'expérience est importante, comme on disait aussi, l'école, qui va vous permettre aussi enfin, qui permet de comprendre, de aussi, d'avoir des compétences telles que, l'adaptation, telles que l'auto-formation ou la formation. Donc voilà, j'ai donc le parcours, c'est, une école d'ingénieur IT, différentes expériences, je vais vous partager, hein, mais qui permettent du coup d'avoir un peu cette vision globale, hein, c'est-à-dire, le côté, marketing, métier et le côté, technologie. Heu, Peut-être un point aussi que je voulais partager, c'est par rapport à la gestion de projet. C'est-à-dire aussi enfin, gestion de projet dans sa globalité. C'est-à-dire que, l'école, hein, la formation va nous apporter des outils, notamment, le management, la gestion de projet justement, pour, après arriver à évoluer indépendamment de vos univers, de vos secteurs et ça, c'est voilà, c'est aussi, des éléments, dans mon parcours qui m'ont permis d'avancer au mieux et encore, voilà, en ce moment, si on parle d'agile, c'est là où ça résonne encore plus et ça nous permet encore d'être plus efficaces, justement, quand on a déjà ces acquis-là. C'est sûr. Et à part ces acquis, parce que vraiment on voit que tu as vraiment, un parcours qui a été assez significatif, surtout, au niveau de l'IT. Tu as fait quand même une école, vraiment importante et du coup, comme tu l'as dit, l'école n'apporte pas tout parce que, la vraie école, c'est l'école de la vie. Donc quelles sont tes compétences et qualités pour exercer ce métier justement? Alors, bon, principalement, au départ, c'est comme les acquis, hein, la fondation. Donc en effet, l'école de la vie, elle est importante, les expériences, mais d'avoir des fondations, ça permet d'accélérer par la suite, d'avoir les bonnes best practices, ce qu'on appelle, voilà, les best practices dans différents domaines et ça, c'est indépendamment j'allais dire parfois du choix de spécialité ou autre, hein. C'est vraiment, les fondations. Donc pour moi, les compétences, ça a été en effet, par l'IT, ce côté, ce qu'on appelle aujourd'hui l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire, pour moi, tout ce qui est lié à l'organisation, le management, le leadership, comment dans des univers parfois que vous connaissez pas forcément, hein, parce que, ben, quand on sort de l'école, on n'est pas comme, les loups Dallas multipass, hein, mais du coup, on ne sait pas tout, hein. Mais après la manière dont on va, apprendre, dont on va écouter, dont on va analyser, dont on va restituer, c'est ça qui, pour moi, fait la différence, par ailleurs. Donc voilà, l'IT forcément, l'excellence opérationnelle et après, voilà, pour moi les qualités, c'est, bah, forcément la connaissance, mais voilà, la veille, hein, être curieux. Du coup, ça donne, pareil, c'est des facilitateurs sur, ce que vous avez envie de faire après. Voilà, ça relève, certaines difficultés, hein, voilà, la passion évidemment, mais, en exemple, je peux citer, voilà, j'ai fait des missions dans, l'univers du contentieux, des dossiers de crédit et cetera, bah, je peux vous dire que j'avais un peu plus de mal à rentrer dans certains sujets plutôt que quand j'ai travaillé à la Fnac et Jeux, hein, dans l'univers du jouet, du ludique et voilà. Donc ça joue, voilà. En revanche, dans ces 2 contextes, ce qu'on va vous apprendre, enfin ce qu'on apprend, à l'école et autres, c'est grâce à ces fondations qu'on arrive en tout cas, pour moi à mieux performer, à mieux comprendre, à mieux analyser, Ouais, très bien. Du coup, vous avez commencé à aborder justement, au en préambule, à l'instant, un peu, vos anciens métiers. Quelles ont été justement vos anciennes expériences liées au digital? Alors, j'ai eu la chance d'en avoir plusieurs. J'ai commencé par le consulting. Le OK. consulting, c'est pas forcément l'univers dans lequel je voulais aller en sortant de l'école, mais finalement voilà, on m'y a attirée et j'étais ravie de ça parce que du coup, c'est pour moi des accélérateurs de maturité. Donc dans ces années de consulting, j'ai pu, voilà, travailler à la fois chez SFR pour, mettre en place un outil d'aide, à la vente,
Donc à la vente chez SFR, ben, c'est les téléphones, mais c'est aussi les forfaits. Et donc c'était comment en fait adresser au mieux les propositions à nos clients. Enfin d'ailleurs, enfin, vous êtes tous concernés, hein. C'est voilà, en fonction du temps, des minutes, des gigas, etc. Bon, à l'époque, il y avait un petit peu moins de services autour de ça, mais comment en fait on propose un outil qui va s'adapter et réagir au plus vite par rapport au marché. J'aimerais vous parler d'une anecdote, mais je pense que vous êtes trop jeune. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les forfaits, en fait. C'est quand Bouygues a sorti les forfaits que la SFR était complètement à la ramasse, notamment, et n'ont pas pu sortir et rebondir, en fait, ou réagir face à ces forfaits qu'a proposé Bouygues. Et c'est là où ils ont remis, en effet, enfin, ils ont mis en place ce programme qui s'appelle Vente et souscription, et aujourd'hui, il existe encore. Donc voilà, on parle de ça, c'était dans les années 2000, début 2000. Ah ouais, voilà. Donc le projet a encore quelques années, Ouais. il existe encore. Il a évolué, hein, sûrement. Donc voilà, SFR, j'ai travaillé à la Poste plutôt sur des outils de traitement de colis, hein. Donc là, le digital a permis de se dire que voilà, indépendamment de la multitude de bureaux de poste et autres qui ont des multitudes de PC, des multitudes de navigateurs, des multitudes d'OS. Voilà, comment en fait on arrive à faire des outils qui vont répondre au mieux sur toute cette multitude de contextes, hein. Donc ça, c'était assez aussi challengeant, intéressant. C'est toujours d'actualité, c'est pour ça que j'en parle. J'ai fait après 8 ans à la Fnac Éveil et Jeux. Donc si certains connaissent, donc c'était anciennement le groupe PPR, c'était Auxibul Éveil et Jeux. Et là, c'est une expérience qui est très intéressante au-delà du digital, de l'omnicanal justement, parce qu'on est en 2004. À ce moment-là, la Fnac, en fait, a des magasins qui s'appellent Fnac Junior, donc au niveau du groupe PPR, et les magasins ne vont pas bien. Et de l'autre côté, on a le leader dans son domaine, donc Éveil et Jeux, hein, qui est leader sur la vente à distance. Et donc du coup, PPR va racheter la Éveil et Jeux pour fusionner avec les magasins Fnac Junior, et donc c'est devenu la Fnac Éveil et Jeux. Et donc l'idée, c'est de rendre plus fort cette entité qui était donc d'un côté de la vente à distance. À l'époque, la vente à distance, c'est pas comme aujourd'hui, donc c'est essentiellement du courrier. Internet représentait 30 des ventes, essentiellement donc du courrier, du fax, et du Minitel. Voilà. Et donc voilà, c'est en 2004, lors de cette fusion d'entités, que moi j'ai intégré du coup la Fnac Éveil Jeux avec ses enjeux justement de multicanal, omnicanal, et donc avec du recul aujourd'hui, assez fière de ce qu'on a pu mettre en place, par rapport à ce qui a été fait dans d'autres secteurs à ce moment-là. Et voilà. Et pour l'anecdote, mon DG à l'époque est maintenant le DG de Sephora. Donc on s'est retrouvés et on a parlé digital quelques années après. Donc c'était voilà, on a été un peu dans les prémices, hein, et avec des problématiques qui aujourd'hui étaient assez avancées. Donc on était assez contents. L'idée, c'était de vous dire, voilà, parfois on a la tête dedans, on ne sait pas forcément, et quand on prend du recul après, on se dit «Ah, finalement c'était pas mal, hein. Finalement on s'est bien débrouillé dans les prémices». Donc voilà. Donc Fnac Éveil et Jeux, 8 ans, dans lequel j'ai travaillé avec donc côté IT, mais j'ai travaillé avec tous les services, donc marketing, achat, entrepôt, voilà, les RH, enfin toutes les côtés appro. Donc voilà. Encore une fois, justement, c'est grâce à ma formation, je pense, qui m'a permis de voilà, m'adapter et de pouvoir évoluer dans tous ces univers-là, en apportant moi mes connaissances, mais m'enrichir aussi de ça à la suite. Puis je suis retournée dans le conseil, bon, du conseil en orga, donc c'est pas du digital, mais par contre j'ai fait du conseil autour des solutions retail. Donc là, on va parler des magasins, on va parler des caisses minutes. Donc je pense que vous avez peut-être tous déjà utilisé ou pas, mais voilà, là où vous scannez vos produits, vous repartez avec. Donc les caisses minutes ou les self-checkout. Et plus orienté, je dirais, omnicanal, si on va en citer une aussi, c'est surtout chez Auchan, ça s'appelle c'est du self-scanning, mais le scan express, ils appellent ça. Et l'idée, c'est que voilà, vous allez en magasin, vous scannez vos produits, et puis après vous repartez. Et donc du coup, le paiement se fait après, juste à la sortie. Mais et bon, parfois il y a quelqu'un évidemment qui vous arrête pour vérifier avec des algorithmes, hein, parce que du coup, l'idée, c'est pas de faire confiance à 100% au client. Donc, mais en tout cas, c'est une vraie expérience, voilà, à moitié, voilà, grâce à ce scan, à ce qu'on fait et à sortir en magasin. Voilà, puis j'ai fait du
je suis retournée dans une autre entreprise de conseil où j'ai mis en place des marketplaces, donc la marketplace à l'époque de Mr. Good Deal, qui a été racheté par Darty, qui a été racheté par la Fnac. Voilà, donc c'était un beau challenge aussi. Des usines à sites. Alors peut-être que ça ne vous parle pas comme ça, mais si je vous parle par exemple de télé-shopping, hein, avec la multitude en fait la multitude de chaînes télé qui font alors un peu moins en France, mais bon, vous êtes, voilà, vous faites peut-être que voilà, dans d'autres pays, il y en a beaucoup, hein. Et l'idée, c'était de se dire, parce que le concept c'est le même, hein, c'était d'acheter une entité, d'en faire, il y avait du coup cette chaîne de télé, et l'idée c'est qu'au regard de cette chaîne de télé, c'est d'avoir le site qui allait avec. Comme le modèle est le même, hein, pour ça qu'on appelle ça usine, hein. Et donc l'idée, c'était dès qu'il y avait un achat de chaîne, parce que c'était pour M6, hein, donc M6 Déco, M6 Boutique, mais ils en ont d'autres, les W, enfin il y a, je suis pas hyper forte après dans les noms des marques de télé-shopping, mais l'idée, c'était ça, de se dire, on va utiliser la puissance du digital dès qu'ils achetaient, voilà, une entité, c'était d'avoir la chaîne télé, mais au regard de ça, d'avoir le site internet qui allait bien pour pousser justement les ventes. Et puis j'ai fait du conseil chez Sephora et puis j'ai intégré Sephora. Donc voilà un peu mes différentes expériences professionnelles liées au digital. D'accord, très bien. Vraiment très complet, un parcours riche en expérience. Et justement, depuis que tu travailles dans le domaine du digital notamment, quelles ont été les évolutions que tu as pu constater depuis que tu pratiques ce métier? Alors, comme j'ai quelques années d'expérience, ça serait très long à vous raconter tout ce que j'ai, Ouais. enfin très long ou très court, toutes les évolutions, mais pour en garder les principales, celles que je vous ai partagées sur voilà, la Fnac EVGE avec cette mise en place de l'omnicanal. Par exemple, on prend l'exemple de la Fnac elle-même, la Fnac, juste la marque la Fnac, quand ils ont sorti leur site internet, en fait, le stock était sur celui du stock d'un des magasins et non pas sur tous les magasins ou sur l'entrepôt. Donc c'était vraiment ces prémices, donc en 2004. Je parlerai de la transformation après parce que du coup, on a beaucoup parlé de transformation. Ça fait des années qu'on parle de transformation, qu'on doit se transformer, que voilà, il faut transformer, etc. Mais finalement, il y en a eu des plus ou moins rapides. Mais voilà, c'est pas forcément l'urgence. Et puis, il y a eu la Covid, voilà, récemment. Et là, on n'est plus de transformation, on est en mode rupture. On est en mode on n'a pas le choix. Et voilà. Et si je garde ça par rapport à ce que moi, je suis, j'ai toujours en fait partagé l'omnicanal et j'ai trouvé, on en le partagera un peu par la suite, que parfois on n'allait pas assez vite ou parfois on n'utilisait pas voilà, toutes les capacités en fait des canaux. Et ben là, voilà, la Covid, elle n'a pas donné le choix en fait. Donc voilà, je dirais les prémices du digital, ces fameuses transformations dont on a entendu parler pendant très longtemps, la Covid, la rupture. Ok, très bien. Très complet. Du coup, avant d'aborder notre seconde partie qui va concerner la stratégie omnicanal, est-ce qu'il y a d'éventuelles questions par rapport au parcours de Karine des... Si oui, levez la main ou bien faites-le savoir dans le chat. Soyez pas timide, hein. Allez-y. Oui, on a Oh non, Aurélien, allez-y. qui avait une question, je crois. Oui. Alors moi, je voulais savoir si j'ai bien tout compris. Les outils que vous mettez à disposition de vos chargés de clientèle, est-ce que du coup vous devez les former ou pas? Parce que j'imagine qu'ils évoluent. Alors, quand il n'y aura plus besoin de formation, on sera vraiment très, très fort. Mais oui, alors du coup, si on parle de conseillers de vente, donc nos fameux business advisors, donc ceux qui sont en magasin, Mhm. aujourd'hui, ils ont différents outils pour les aider. Mais oui, il y a des formations. En revanche, parce qu'il faut les prendre en main, parce que si on est dans un univers où il y a beaucoup de changements, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles vendeuses, enfin on va dire vendeuses, ou vendeurs d'ailleurs, hein. Sephora, il y en a pas mal, mais donc forcément, il y a une formation qui est nécessaire. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les outils les plus, ce qu'on dit user-friendly, voilà, les plus facilement compréhensibles pour que du coup, ils puissent évoluer et prendre en main en tout cas l'application de la manière la plus fluide possible. Un des exemples serait celle de Click and Collect, qui du coup là s'est développé, voilà, et en tout cas ils en sont ravis. Mais oui, on a besoin d'une formation. D'accord, merci. J'ai vu Gaoussou aussi qui avait levé la main. Oui. Oui, j'avais une question par rapport à votre expérience. Est-ce que ça n'a pas été perturbant de passer d'un domaine à l'autre, comme ça, sur la durée, en fait? Passer de chez SFR à progressivement arriver chez Sephora? Alors,
les grandes étapes sont vraiment côté conseil et interne. Donc, conseil chez CGI, après interne à la Fnac et Veillez Jeux, après je suis retournée dans le conseil, puis après chez Sephora. C'est pas perturbant, non, mais en revanche, là où c'est une bonne remarque, c'est que c'est pas forcément courant. Notamment de passer du conseil à l'interne, oui, mais retourner dans le conseil après, c'est pas forcément quelque chose de courant. Aujourd'hui, en fait, ce serait lié aussi par rapport à ma personnalité, par rapport aux opportunités que j'ai pu avoir. En tout cas, après, par rapport à après, si on fait un petit zoom sur la partie conseil, elle t'amène forcément en fait à travailler dans différents secteurs. Moi, j'étais transverse, donc c'est dans le conseil en 4 ans où j'ai travaillé chez SFR, chez McDo, chez Essilor, à la Poste, d'autres entreprises. Donc, oui, ça a un côté parfois un peu gymnastique, mais c'est pour ça que j'appelle ça un accélérateur de maturité. C'est que ça m'a permis de grandir très rapidement, aussi bien au niveau des compétences, ou des connaissances, que la partie connaissance terrain. C'est-à-dire que voilà, c'est pas comment dire, c'est pas qu'une image. Je veux dire, par exemple, qu'à la Poste, voilà, ils sont avec l'heure, etc. Donc, il y a toute une ambiance, en fait, dans ces différents secteurs qui fait qu'on apprend beaucoup sur la gestion de projet. Les personnes ne sont pas les mêmes. L'humain est important. Et l'humain, il est différent, en fait, à travers toutes ces missions-là. Et c'est aussi au-delà de la curiosité des différents métiers, des différents secteurs, parce que c'est pas du tout la même chose. L'humain était aussi pour moi important c'est ce qui fait, je pense aussi, une de mes forces aujourd'hui, c'est d'avoir un peu travaillé dans différentes typologies d'entreprises. D'accord, merci. Si ça répond à la question. On a Schéma. Ça répond, c'est clair. Schéma, tu as une question? Oui, bonjour Karine. Dans la continuité de la question de Gaussou, là j'ai bien compris que vous étiez plutôt à l'aise sur cette gymnastique-là, qui est de passer d'entreprise à une autre qui n'ont, entre guillemets, rien à voir au niveau des activités proposées, même si les métiers peuvent être les mêmes. Du coup, ma question, c'était du côté de l'entreprise, eux, comment ils le prennent quand ils voient débarquer d'un autre secteur pour un autre, et s'ils le prennent positivement, quel conseil pourriez-vous nous donner, puisque nous, on est en alternance et pour la plupart, effectivement, on est dans la même situation, on change souvent d'entreprise, parce que là, on est en master, et du coup, on a souvent changé d'entreprise sur des secteurs qui n'ont pas forcément grand-chose à voir. Alors, je pense que la question, la réponse ne sera pas la même en fonction des années d'expérience. Parce que forcément, en fait, quand on démarre, on n'a pas forcément une étiquette. On n'a pas fait que des années dans la banque ou dans l'assurance, etc. Donc, au départ, le point commun, c'était ce que j'apportais moi par rapport à mes compétences métiers. Donc, j'étais chef de projet informatique, tu vois. Ça a des avantages et en effet des inconvénients. Après, j'étais dans une boîte de conseil. Donc, ça veut dire que c'est eux, la boîte de conseil, en fait, c'est un autre nom maintenant. Mais donc, du coup, c'est eux qui poussent un peu mes compétences indépendamment des secteurs. Ils vont pas forcément regarder le secteur. Ils allaient regarder plutôt après mon CV en termes de techno, d'utilisation d'outils. Voilà. Est-ce que je suis par rapport à mes expériences et par rapport à mon école. Ensuite, ça peut changer. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, par exemple, de rentrer dans un univers tel que les banques quand vous avez fait des expériences bancaires avant. C'est plus facile de rentrer ensuite, dans un secteur quand vous avez fait plusieurs expériences dans ces secteurs-là. Mais ce n'est pas une règle en soi. Clairement, voilà, mon parcours le démontre. Alors, encore une fois, j'ai cité beaucoup d'entreprises, mais globalement, pour résumer, j'ai vraiment fait du conseil chez CGI, de l'interne à la Fnac et Veillez Jeux, du conseil chez Fujitsu CGI, je suis revenue, et après chez Sephora. Donc après, ça a été voilà, j'ai pas forcément de conclusion, mais c'est un plus ou un moins. Après, il faut savoir valoriser ce qu'il y a à valoriser en fonction du secteur ou du métier ou des attentes. Mais en tout cas, pour moi, quand on sort de l'école, c'est plutôt ce que l'école a pu apporter. Et après, évidemment, vos côtés un peu soft skills, mais pour moi, c'est un plus. Pour moi, vraiment aujourd'hui, d'être sortie avec une expérience dans le conseil, sachant que c'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais aller en interne. D'avoir fait du conseil et d'avoir vu différents secteurs, ça a été vraiment un accélérateur de maturité que j'ai pu mettre du coup
que j'ai pu valoriser en fait au regard de ces différentes expériences qui peuvent te dire en effet, qui peuvent donner un côté un peu dispersé. Si c'est, je pense que c'est à ça un peu que tu pensais en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Merci. Donc la richesse de la diversité, elle est importante aussi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Hassan, vous avez une question? Oui, moi je voulais demander, Madame Adler, est-ce que votre parcours d'ingénieur est un indispensable pour accéder au poste que vous occupez aujourd'hui? Est-ce que la connaissance technique est un indispensable, incontournable pour réussir dans ce poste? Alors, je ne pense pas. En revanche, ça facilite. Et ça permet quand même d'avoir certains. Enfin, moi, je l'ai vu après. Je pense que ma formation m'a apporté des. Enfin, je me suis aperçue de certaines qualités de ma formation après sur le terrain. C'est-à-dire que je m'en suis pas aperçue quand je suis sortie de l'école ou quand j'étais à l'école. C'est après que j'ai vu que voilà, ma formation m'a permis d'être plus forte dans certains domaines que d'autres personnes. L'exercice, par exemple, d'analyse, analyse, restitution, etc. Je pense que oui. Par rapport à mon métier, non, puisque à part Prévonet, on a beaucoup. Quand je suis donc arrivée sur l'univers du marché dans les années 98, 2000, on va dire, début 2000, il n'y avait pas assez d'ingénieurs IT. Donc on a cherché beaucoup les bios. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait de l'IT qui n'avaient pas une formation IT. Donc non, après, voilà, je pense que c'est pas aujourd'hui, ma formation n'est pas obligatoire. Par contre, elle permet de faciliter les choses ou de les accélérer. Et même pour répondre, aujourd'hui, j'ai plutôt une casquette IT. J'ai dit, j'ai différentes casquettes. J'ai travaillé aussi côté métier et clairement, j'ai pas une formation métier. J'ai vraiment ingénieur dans les nouvelles techno. Mais aujourd'hui, voilà, mon expérience fait que je peux aussi évoluer côté business. Et d'ailleurs, c'est une des questions que je me pose actuellement. Très bien. Merci beaucoup. Si on n'a pas d'autres questions, je pense que yes, on peut reprendre la deuxième partie. Très bien. Reprenons sur cette seconde partie, du coup, qui va maintenant concerner le cœur du sujet de notre conférence, la stratégie omnicanal. Du coup, peut-être que ce sujet ne parle pas à tout le monde. C'est pourquoi, Karine, pourriez-vous justement nous définir avec vos mots, qu'est-ce que c'est la stratégie omnicanal? Alors, c'est bien dit, ça va être avec mes mots, parce que la stratégie omnicanal, voilà, elle peut être diverse et variée en fonction des personnes. Par contre, peut-être commencer avec la différence entre, pour moi, avec mes mots, la différence entre l'omnicanal et le multicanal. Déjà, peut-être qu'est-ce que c'est qu'un canal? Quand on a commencé à parler omnicanal ou multicanal, en fait, les canaux majeurs, c'était Internet et les magasins. Parce que l'omnicanal, en fait, est apparu au moment où on a lancé vraiment Internet, où Internet a commencé à prendre de l'ampleur au niveau des ventes sur le marché. Donc, quand on parlait omnicanal, on parlait vraiment magasin et Internet. La différence pour moi, pour aussi expliquer ce côté omnicanal, c'est que multicanal, c'est le fait d'adresser différents clients ou de faire des propositions à travers différents canaux, donc magasin ou Internet. L'omnicanal, pour moi, c'était l'étape au-dessus, c'était d'adresser de la même manière tous les clients, donc tous les messages, de connaître aussi les clients à travers ces différents canaux. C'est ce que j'aime appeler un peu la vision 360. Centralisé, partagé. Voilà, quelles sont les informations qu'on va donner aux clients, par exemple les communications marketing, voilà, les offres, etc. Et aussi celles venant du client. C'est-à-dire, on ne va pas forcément parler à ce moment-là d'analyse du parcours, parce qu'on n'était pas en capacité de le faire à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça en fait partie. Mais voilà, dès qu'il va contacter le service client, envoyer un message, etc. Donc, de savoir qui l'a contacté, les échanges là indépendamment du canal. Donc vraiment pour moi, voilà, une stratégie omnicanal, c'est comment avoir une vision centralisée, unifiée, partagée, 360 de nos clients, de la manière dont on les adresse et de la manière dont on les entend. Donc voilà. Après, parce que ça nous a soulevé quelques questions en effet dans la préparation de cette conférence. Aujourd'hui, certains parlent de l'omnicanal ou du multicanal avec différents canaux qui vont être des canaux digitaux. Donc par exemple, il y en a qui vont parler de multicanal quand ils adressent le web ou le téléphone.
Mais bon, pour moi, c'est vraiment plutôt l'univers digital et l'univers physique, ce qu'on appelle le brick and mortar. C'est voilà, c'est ce que j'adresse d'un univers, un canal digital, Internet, téléphone, et voilà, ce qu'on peut réaliser plutôt en magasin, donc dans du physique, donc physique virtuel. Voilà. Très bien. Et pour vous, quel est l'enjeu principal de la stratégie omnicanal? Alors pour moi, il y a plusieurs enjeux, mais si j'essaye de me limiter, je dirais que la première, c'est l'utilisation de la donnée. Parce que forcément, là, quand je vous ai partagé voilà, la manière d'écouter le client, la manière de parler au client, bah, derrière, on parle de la donnée. On parle de la donnée, bon, c'est un sujet très important, notamment en ce moment. Et j'aime à parler, on a parlé big data, on a parlé plein de choses. Bon, moi, j'aime à parler de la smart data, c'est-à-dire d'utiliser la data de la manière la plus efficace. C'est-à-dire, voilà, ne pas montrer qu'on utilise la data à naissance. Je vais vous prendre un exemple plutôt drôle que j'aime à citer. C'est-à-dire, à un moment, je n'ai pas forcément envie que tout le monde me souhaite mon anniversaire très bien par email, me rappelle à chaque fois l'âge que j'ai. Il y a un moment, c'est pas forcément nécessaire. On est d'accord. Donc, c'est le côté data. Data, pourquoi? Parce que voilà, mieux on connaît le client, mieux on l'adresse, mais avec ce côté smart, voilà, vraiment intelligent. Il faut, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est les centraliser, l'exploiter. Hein. Donc pour moi, c'est voilà, sur les enjeux, c'est au niveau de la donnée, cette centralisation de la donnée, l'utilisation de la donnée. Voilà. Et un autre enjeu pour moi qui est aussi important, c'est la partie organisationnelle. Donc là, c'est plutôt dans les structures des entreprises, hein. La manière dont est structurée l'entreprise peut aussi être un des facteurs clés de succès ou voilà, de frein à cette stratégie omnicanal. D'accord. Et justement, pour voir en quoi c'est un facteur clé de succès ou non, pouvez-vous nous dire si la stratégie omnicanal est justement, elle permet d'améliorer cette expérience client? Évidemment, évidemment. Pourquoi? Non, mais parce que du coup, l'idée de cette omnicanalité, c'est d'utiliser en fait la force de chacun des canaux. Ce qui fait que votre expérience, elle va être plus riche. Parce que par exemple, voilà, on veut des informations sur un produit. En magasin, bah, soit vous faites appel à une conseillère et il faut que la conseillère ait la connaissance de tous les détails de tous les produits, hein, pour vous répondre à la fois à différentes typologies de questions, que ce soit sur les ingrédients, que ce soit sur l'efficacité, que ce soit sur, voilà. Donc internet permet de donner toutes ces informations. Donc voilà, c'est un exemple. Mais pour moi, en effet, la stratégie omnicanal, elle va permettre forcément d'améliorer l'expérience client au niveau de tous les parcours, que ce soit de l'information, de l'achat, du suivi de commande, du service client, des offres. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est vraiment un axe, et c'est pour ça, c'est pour faire résonner peut-être à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose qui me frustrait avant parce que voilà, certains freins, j'évoquais la structure d'entreprise, euh, permettaient pas d'utiliser en fait ce côté omnicanal, alors que parce que les gens ne savaient pas en fait, ne savaient pas. Alors que voilà, maintenant on sait un peu mieux, et, euh, et donc du coup voilà, oui, on commence à l'améliorer, et il y a encore plein de choses à faire avec l'omnicanal. Tant mieux. Ça donne de beaux horizons pour la stratégie omnicanal. Et justement, concernant la stratégie omnicanal dans le milieu du business retail, est-ce qu'elle peut s'appliquer à tous les types de business? Alors, question très intéressante, du coup, parce qu'il y a eu En beaucoup effet. d'échanges dessus. Hein. Euh, si on parle de secteur, il y a plein de secteurs en fait qui exploitent ce côté omnicanal. Mais finalement, ils en servent pour quoi? Ils s'en servent pour de la vente. On va prendre des exemples. On va prendre, par exemple, voilà, les télécoms, je vous ai cité tout à l'heure. Voilà, on utilise aujourd'hui, oui, c'est le secteur des télécoms, mais on va utiliser Internet ou les magasins pour faire de la vente de forfaits de téléphone. Sur les assurances, on va pouvoir utiliser le téléphone pour faciliter le constat d'un accident. On avait parlé aussi voilà, de tout ce qui était bien-être. Il y a énormément le côté physique où voilà, on va parler de tout ce qui est réflexo, etc. Et puis on a vu pendant la Covid que ce côté, voilà, permettre de faire ça à distance via des visios, hein, différents outils, voilà, on peut aussi appeler ça de l'omnicanal. Mais généralement, voilà, on en arrive toujours à de la vente. Donc finalement du retail. Donc pour moi, ça reste de la vente. Ça reste de la vente, mais sur différents secteurs autres que le retail, oui,
Par contre, c'est vrai que le secteur du retail a été un des premiers en fait à mettre en place, à exploiter ce canal. Aujourd'hui, pour parler d'omnicanal, j'ai aussi une expérience qui peut être intéressante chez les pharmaciens. Donc, j'ai travaillé chez les laboratoires Ipsen. Le pharmacien n'a pas le droit de contacter le client. Enfin, le laboratoire pharmaceutique, j'entends, pardon. Voilà. Aujourd'hui, à travers ces médicaments, etc., le contact, il se fait via le médecin ou via justement la pharmacie, mais pas le laboratoire pharma. Grâce en fait au digital, ils ont pu parfois mettre des QR codes ou autres, ou proposer des applications qui font que du coup, ils ont proposé aux clients, à vous qui prenez un Doliprane, etc., d'avoir des informations. Alors, Doliprane n'est pas forcément pas le bon exemple, mais je pense que tout le monde le connaît, c'est surtout ça. Et sur des boîtes, voilà, vous avez le QR code, vous allez accéder tout de suite à la posologie, à d'autres informations, à la notice, à plein d'autres choses qu'ils ne peuvent pas forcément mettre, ou vous pouvez perdre en fait le petit papier qui est dans la boîte. Donc le digital a permis au laboratoire pharma de créer en fait un contact avec ces consommateurs, avec les patients qui n'y avaient pas forcément auparavant. Donc, j'avais un autre aussi, j'ai encore un peu de temps. Un autre exemple, c'est chez les laboratoires pharma, où ils ont mis en place enfin, ils n'ont pas mis en place. Ils ont des médicaments, enfin, c'est des injections en fait pour les patients atteints de spasticité. Donc, c'est les scléroses en plaques, par exemple. Donc, en vrai, comment ça se passe? C'est qu'ils voient leur médecin tous les 3 mois qui leur fait une injection. Ils voient un kiné toutes les semaines parce que ce qui est important entre ces injections, c'est de faire des exercices en fait de kiné. Et finalement, voilà, Ipsen a proposé une application, parce que plus ces exercices-là sont faits, mieux en fait la résultante de ces injections est bonne. Donc mieux c'est pour le laboratoire pharma. Donc ils ont proposé une application pour les patients qui leur permettait de leur rappeler, voilà, et de noter les exercices et de les accompagner en fait au quotidien chez eux à faire les exercices, d'aller un peu comme vous avez certaines applications voilà, les 7 minutes ou alors des applications sur des cours d'anglais ou autres en fait qui vous rappellent un peu tous les jours, allez, fais tes exercices. Donc ça permettait, voilà, d'exploiter ça et donc d'avoir un lien avec le patient. Voilà, où là, pour moi, ce qui était important, c'est qu'avant, ça n'existait pas. Avant, ils n'avaient pas de lien avec les patients. Voilà. D'accord, c'est super. Tu as été très complet sur tout ce qui est voilà, dans le milieu du retail, à quoi a servi la stratégie omnicanal. Tout à l'heure, on parlait justement d'expérience client. Est-ce que maintenant, tu peux nous définir un peu qu'est-ce qu'un parcours client? Et quelle est ta vision du parcours? Alors, le parcours client aussi, ça diffère en fonction de la manière dont on va le regarder ou on va en parler. Le parcours client, généralement, c'est toujours dans le retail, c'est voilà, c'est l'achat. C'est à partir du moment où il arrive sur le site ou sur l'application, ou qui va aller regarder, par exemple, voilà, des informations, il va se les mettre dans son panier ou se les mettre de côté. Puis, par exemple, il va aller en magasin, il va dire, bah, tiens, j'ai vu ça, il va les voir en vrai, il va les acheter. Donc, ça va être toute la partie identification des produits, un peu du coup recherche des produits, jusqu'à la mise au panier. Et après, l'élément le plus important dans le parcours client, là où il ne faut pas lâcher en fait le client, c'est le parcours d'achat, en fait, c'est-à-dire le panier, le paiement, le choix du mode de livraison et la finalité. Et c'est là, voilà, ce qu'on appelle le check-out. Voilà, c'est cette partie encaissement qui est la plus importante pour nous en tant que vendeur sur la partie parcours client. Et alors voilà, ce que je disais au départ, après le parcours client, ça peut être aussi la manière, le service client. Ça peut aller jusqu'à, voilà, on n'est pas content, ou il y a quelque chose qui ne va pas sur le suivi de la commande ou sur la réception d'un produit, etc. Donc il y a aussi ce parcours-là qui est qui est très important, puisque du coup, c'est aussi ça va jouer sur la notoriété de la marque et puis le réachat ensuite. Donc voilà, et le parcours voilà, client omnicanal, c'est on est sur un canal, donc toute la vente, tout l'achat se fait sur Internet, ou sur internet enfin sur le PC et le téléphone, ou voilà, comme j'ai cité en exemple, via un passage en magasin. Voilà, à l'inverse, le parcours peut être, je vais en magasin, je vois différents produits, ça me plaît bien, mais bon, je les garde de côté parce que pour l'instant, je ne peux pas forcément. Je vais attendre Noël ou mon anniversaire. Et voilà. Et puis après, une fois que je suis chez moi, posée, je regarde ou je vérifie. Et puis après, je finalise ma commande sur Internet. Voilà, par exemple, en tout cas, le parcours. Principalement, c'est vraiment du coup de la consultation jusqu'à la mise au panier, le check-out et la finalisation de la commande, généralement. D'accord. Tu nous as très bien éclairé du coup sur la notion de parcours client. Et justement, afin de finir cette partie,
en termes de parcours client, est-ce qu'il existe des types de clientèle prédéfinis? Alors oui, évidemment, il y en a. En revanche, c'est des types qui vont évoluer en fonction de, alors ceux que vous connaissez, les fameux personas, hein, c'est en fonction, de l'âge, voilà les caractéristiques, un peu basiques, hein, du secteur d'activité, milieu socio-professionnel et cetera et cetera. Nous, il y a un point qui est important, c'est la partie aussi, appétence par rapport à un canal. Donc, alors on va pas trop parler du courrier parce que c'est un peu moins, le cas aujourd'hui, mais il y a voilà, est-ce que c'est l'appétence par rapport au web, au magasin ou l'omnicanal? Et on suit, voilà et ça évolue en fonction, de l'âge, pareil du sexe, des éléments un peu basiques, qu'on a l'habitude de travailler, hein. Mais, aujourd'hui, c'est un des enfin des typologies de clientèle qu'on travaille le plus et en effet, c'est l'appétence. Est-ce qu'il est plutôt web, plutôt, app, plutôt, webmo, plutôt les 2? Voilà et on voit évidemment en fonction des âges ou autres qu'il y en a qui évoluent plus facilement, dans certains de ces typologies de clients, de D'accord, comptes. très bien. Je te remercie pour nous avoir éclairé sur les personas dans les différents parcours clients. On a un peu fini cette seconde partie de stratégie omnicanal. Est-ce qu'il y a des questions de la part des étudiants pour alimenter cette seconde partie? J'ai pas vu de main levée, donc j'imagine que non pour l'instant. D'accord. Non, ça a l'air bon, yes. Dans ce cas-là, on peut faire la transition. C'est vraiment intéressant, on a hâte d'écouter la suite. C'est presque une question. Pour faire la transition du coup sur notre troisième partie qui va concerner l'omnicanal chez Sephora, donc l'entreprise dans laquelle vous exercez actuellement, Karine. On a vu ce qu'était la stratégie omnicanal, donc en général. Donc maintenant, on va voir, enfin, moi je me demandais quelles ont été les étapes de la mise en place d'une stratégie omnicanal, en particulier chez Sephora maintenant. Alors j'étais pas là aux prémices, hein, mais en tout cas quand je suis arrivée en 2015, ils ont commencé à démarrer cette, stratégie omnicanal sur la mise en place en fait, voilà de notamment la partie mobile et à l'époque, ce que j'ai pu voir, c'est bah, leur strat, elle avait démarré avec, comment dire? Un canal à part. C'est-à-dire qu'il y avait le canal magasin. Ils ont décidé de mettre internet à côté, évidemment avec les mêmes produits et cetera, mais il y avait une gestion des offres, spécifique magasin et spécifique internet. Donc là, après, il a fallu on en parlera un petit peu après, mais c'est que très récemment qu'on a une gestion des offres communes, hein. Et quand je suis arrivée, ils ont commencé à travailler sur on a commencé à travailler sur le référentiel client unique, c'est-à-dire voilà, très bien, donc on a maintenant les clients internet, les ventes internet et magasins, mais l'idée c'est, il faut qu'on puisse adresser de la même manière et identifier le client qui commande sur les 2, ce qui n'était pas le cas, au départ. Donc la stratégie, voilà, c'était, on va dire au départ, c'était d'ajouter en fait un canal supplémentaire, mais très vite, c'était de se dire: «Il faut absolument qu'on parle, d'une manière centralisée». Donc après la phase, suivante a été la centralisation. Alors par exemple, voilà, chez Éveil et Jeux, je disais tout à l'heure, on est directement parti de la centralisation. D'accord, très bien. Du coup, de ce que vous savez des différentes étapes de cette stratégie omnicanal qui a été mise en place chez Sephora, de ce que vous savez, quelles ont été les difficultés rencontrées justement dans la mise en place de cette stratégie justement? Bah, c'est ça, ça a été fait par des entités différentes, donc des structures différentes en fait dans l'entreprise. Il y avait, une structure internet, une structure magasin en gros. Heu, enfin on va dire une structure, c'est pas tout à fait ça, mais on va dire une structure magasin dans sa globalité. Quand ils ont décidé de mettre internet, c'était un service supplémentaire et donc c'est le fait d'adresser en fait d'adresser, ce nouveau canal, pas de manière centralisée qui pour moi a été une difficulté parce qu'après il a fallu la revoir avec des gros projets, pour, réussir à unifier. Donc, les difficultés rencontrées ont été la centralisation, l'identification de cette base de clients, unique, donc ce qu'on appelle les RCU, hein, pour, voilà, comprendre et adresser le client de la manière la plus, efficace possible, donc en ayant,
qu'un client soit on va dire qu'il n'ait qu'une entité dans cette base de données. D'accord, très bien. Maintenant, on va parler clientèle, et en particulier l'évolution de la clientèle justement chez Sephora. Du coup, avec la mise en place de cette stratégie omnicanal, comment définiriez-vous justement l'évolution de votre clientèle suite au développement de l'omnicanalité? Elle a été et elle est toujours elle est toujours en évolution. Alors, c'est évidemment, on parle d'évolution, mais le client omnicanal, c'est-à-dire le client qui achète sur les 2 canaux, hein, est une typologie de client qui est de plus en plus présente, qui achète de plus en plus et qui achète avec des montants de panier aussi qui sont plus importants. Donc, c'est vraiment c'est des indicateurs qu'on suit. C'est des indicateurs qui en fait, ont pu démontrer la force de l'omnicanalité. C'est-à-dire que voilà, plus on arrive à amener ce client dans ce type d'omnicanal, c'est-à-dire des ventes à la fois en magasin, à la fois sur Internet, avec un parcours qui peut être aussi je passe en magasin, je vais sur Internet, etc. Ce sont ces clients-là aujourd'hui qui sont les plus rentables. C'est pas forcément le terme approprié, mais voilà, qui reviennent le plus souvent. Donc qui reviennent le plus souvent et qui ont des paniers moyens plus importants et qui ont un chiffre d'affaires annuel plus important. Très bien. Euh, Transition justement sur ce chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez me donner quelques chiffres justement sur le résultat de la stratégie omnicanal mise en place chez Sephora? Alors, j'en avais à vous partager, mais précisément, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Mais par contre, ce qui est important, ce que je voulais vous partager, c'est les chiffres à date. C'est-à-dire que, évidemment, la Covid, avec le contexte de fermeture des magasins, etc., ce qui est intéressant de voir, c'est l'explosion justement de ces ventes sur le digital. Avant, on va dire en France, Internet était le premier magasin en France, d'accord. Donc, on a des flagships, un type Champs-Élysées, etc. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représentait quelques pourcents mais assez important, mais on a 360 magasins en France, hein, 330. Donc, c'était le premier magasin. Et sur une longue liste, hein, le retail est très, très important chez Sephora en France. Aujourd'hui, on est passé à peu près 50% des ventes. Et évidemment, les magasins ont baissé énormément. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas remplacé le retail, hein. Le digital n'a pas remplacé le retail. Il y a une perte, évidemment, on en parlera plus tard dans le Covid, mais évidemment, c'est une perte qui est importante, mais en revanche, elle a permis de vraiment limiter ces pertes-là. Et donc, du coup, on récupère de plus en plus de clients qui vont sur Internet. Donc, ce n'est pas forcément l'expérience omnicanal en soi quand les magasins sont fermés, mais voilà, quelques chiffres que je peux vous partager, notamment par rapport au contexte. Très bien. Et du coup, par rapport à ces canaux, vous, à Sephora, comment vous mesurez justement la pertinence de l'utilisation de ces canaux? Alors, on a différents indicateurs, mais les plus importants, c'est le panier moyen. Voilà. Donc, le panier moyen de ces différentes typologies de clients et le taux de transformation. C'est-à-dire à partir du moment où ils vont sur le canal, leur capacité à transformer leur visite en achat. Très bien. Et niveau communication, quand on communique via un type de canal, est-ce que ça impacte les autres canaux, par exemple? Oui, aujourd'hui, on le voit. Ça impacte. Alors, on a de plus en plus de différentes typologies en fait d'adresser les clients, mais aujourd'hui, voilà, une communication par mail peut amener des gens en magasin, parce qu'avant c'était surtout par le courrier par exemple. Donc on a une vraie, et on aime à suivre ça en fait, les impacts d'une communication par mail, par push, comment ça va interagir sur une visite en magasin ou sur voilà, une commande sur un autre canal. Et oui, aujourd'hui, globalement, c'est que du positif. Si on regarde dans sa majorité, dans la globalité. Si on se dit, je fais une com en fait par mail pour une vente sur Internet et que du coup, il allait en magasin, auparavant, quand je vous parlais de ces structures qui étaient différenciées, magasin, Internet, du coup, ils n'étaient pas forcément ravis. Maintenant qu'on est plus dans une vision unifiée, avec un chiffre d'affaires global, oui, on utilise de plus en plus ce moyen-là et ça marche de mieux en mieux. D'accord.
Ce qui est une très bonne chose. Voilà, petite parenthèse, c'est que du coup, parfois, peut-être que certains préfèrent recevoir par mail, mais aiment aller en magasin. Donc, ça permet de différencier, en fait, de se dire, bah, voilà, il y a telle typologie de personnes, elles préfèrent recevoir des push ou des mails ou d'autres des courriers et de décorréler ça de la manière dont ils vont faire leur vente ensuite. Très bien. On le sait, l'expérience client est très importante chez Sephora. Pour vous, quel canal permet de garder justement cette proximité avec vos clients? Parce qu'on sait que beaucoup ne se rendent plus en magasin, justement, que ce soit depuis quelques années, parce que l'arrivée justement du digital est aussi commandée par Internet. Mais du coup, quand beaucoup ne se rendent plus en magasin, surtout en termes de conseils sur les produits, comment vous arrivez justement à encore conseiller les clients sur les produits? Alors aujourd'hui, si je la mets dans un contexte fermeture de magasin, ça permet, puisque c'est en effet indispensable, on a développé des nouveaux canaux. On a développé des nouveaux canaux, enfin en tout cas on a accéléré, comme par exemple le chatbot ou le community chat, ce qui vous permet d'avoir des, vous avez des questions sur les produits, donc là je prends la fin de la question, mais dans le contexte Covid, c'est de dire il y a personne dans le magasin pour vous répondre parce que les magasins sont fermés. Aujourd'hui, on a sur le site internet, vous êtes en capacité de poser des questions et voilà, des gens vont vous répondre. Alors ce qui est marrant, en anecdote aussi, c'est que finalement, avant on avait des gens qui étaient payés pour faire ça. Des gens spécialisés et finalement donc il y a des outils maintenant qui permettent en fait à des personnes comme vous et moi, enfin qui aiment bien la marque Sephora et qui ont envie de répondre, de pouvoir en fait répondre à ces personnes qui ont des questions. Après, il y a un autre système de rémunération, évidemment, hein. Mais au-delà de ça, c'est que les gens adorent, en fait. Donc, du coup, et puis évidemment, on valide avant qu'elles soient en capacité de dire voilà, de dire de partager des informations qui sont quand même conformes à une réalité, hein. Ouais. Donc voilà, le chatbot, le community chat, peut-être du coup voilà un nouveau canal qui est qu'aujourd'hui en fait on propose à des vendeuses, donc nos fameuses beauty advisors, euh, quand elles ont du temps de dispo, en fait elles se mettent en dispo et les clients peuvent maintenant faire des visios avec eux. Donc, ils peuvent réserver, comme un service en magasin, c'est réserver une beauty advisor pendant tant de temps pour lui poser des questions. Et donc, du coup, voilà, elle va faire un peu la vente qu'elle ne peut pas faire en magasin. Maintenant, j'aimerais rebondir sur le point qui a été abordé sur Internet du coup, a fait qu'il y avait moins de personnes qui allaient en magasin. Oui, c'est comme ça que ça a démarré, c'est vrai. Parce que du coup, Internet était là, c'était plus facile, etc. Mais ce qui s'est passé par la suite, hein, c'est que finalement, les magasins, ils sont dit merde, ça craint quand même. Bon, ils ne sont peut-être pas dit ça avec ces mots-là. Mais du coup, l'idée, c'est de faire revenir les gens en magasin. Et c'est passé quoi? C'est que du coup, bah, ils ont amené de l'expérience au magasin. Donc, ils ont fait, voilà, entre eux, amener de l'expérience, ça passe par le merchandising, les offres, mais ça parle aussi par, voilà, vous regardez les Galeries Lafayette ou le Printemps, voilà, ça passe quand j'ai envie voilà, j'ai envie d'aller en magasin, j'ai envie d'avoir une expérience en magasin, j'ai envie de parler à des conseillères, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie qu'il y ait de la musique ou pas de musique, etc. Donc, ça vraiment, il y en a qui ont même fait des événements en magasin avec, voilà, et l'idée, ça, après la mise en place d'Internet, enfin l'arrivée d'Internet, on va dire, le magasin a dû se transformer. On peut prendre l'image par exemple de voilà, Uber, quand est arrivé, il a transformé les taxis. Il leur a dit bah voilà, maintenant il faut peut-être que du coup tu te préoccupes un peu plus du client. Et on va faire, c'est un raccourci. Mais globalement, pour moi, les magasins ont dû transformer l'expérience client et ça résonne bien dans notre sujet du jour, l'omnicanal, parce qu'en fait aujourd'hui, c'est de se dire, c'est pas l'un contre l'autre en fait. Finalement, ils sont plus forts ensemble. Ils sont plus forts ensemble parce que du coup, voilà, maintenant on a une expérience en magasin, bah, j'aime aller voir ma conseillère, qu'elle me raconte, qu'elle me propose mes produits, qu'elle me fasse tester ou qu'elle m'explique comment le mettre, si on parle de maquillage. Mais après, j'aime bien être tranquille chez moi et prendre ma décision à la fin sur, ce que j'aime, ce que j'ai envie d'acheter, ou pas, ou ce que j'ai envie d'ajouter. Donc voilà, pour moi, c'est pas l'un qui a remplacé l'autre, mais ils sont un peu, voilà, challengés au départ, on va dire, ces canaux-là, et là, on est en train de se rendre compte que, ben, au-delà d'être plus forts ensemble, quand la covid arrive et que les magasins sont fermés, et ben, c'est quand même bien qu'on puisse avoir du click and collect et que du coup, internet a permis aux magasins de vendre les produits qui étaient en magasin. Donc voilà, plus forts ensemble et bah, là, en ce moment, c'est de te dire parfois, ils ont besoin, l'un de l'autre d'une manière, très, très, rapprochée. En effet. Petite transition. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant tout ce que vous avez entendu ces dernières minutes?
N'hésitez pas à lever la main ou mettre la question dans le chat. Non, pour moi, c'était clair. Je pense que c'est bon. Très bien. Très bien. Du coup, on va continuer. On parlait tout à l'heure de parcours client. Donc, simplement pour le définir dans le sujet de la stratégie omnicanal. Maintenant, chez Sephora, quels sont les différents types de parcours client possibles justement au sein de Sephora? Donc on a parlé, donc on parle parcours client, on parle canal, donc on a parlé, bon principalement je l'ai dit, c'est le côté magasin internet. Internet c'est quoi? C'est le web mobile. Ce sont les applications mobiles. Donc chacune a ses forces et enfin, ses avantages et que ses avantages d'ailleurs. Non mais ses forces, on va pas dire ses faiblesses, mais voilà, ses forces. On pourra en citer après. Aujourd'hui, dans les parcours, par exemple, on a le chatbot qui va permettre aussi du coup de vendre. Et demain, on utilise aussi des canaux tels que Instagram ou Facebook pour pousser à la vente. Donc voilà, qui restent un parcours dans la globalité comme on l'a élaboré tout à l'heure, mais avec ce qu'on appelle des touchpoints ou des canaux donc qu'on teste et qu'on analyse en fait, savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent, parce qu'évidemment, certains canaux, comme par exemple Facebook ou Instagram, ont un coût. Voilà, le fait de pousser certains produits, voilà, c'est que vous les allez cibler et vous allez payer, donc forcément c'est un coût. Et donc on analyse aussi ça, voilà, les canaux qui marchent le mieux en fonction des différentes typologies de personnes. Voilà. Donc on a des parcours qui évoluent, qui sont testés. En tout cas, les principaux, ça reste magasin, Internet avec le site web et les webmos et les applications mobiles. D'accord, très bien. Pour revenir sur le click and collect, tout à l'heure, vous nous avez exposé justement quelques difficultés liées à la performance du click and collect lors de sa mise en place, justement. Est-ce toujours le cas, dans un premier temps? Et dans un second temps, quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre pour pallier à ces difficultés? Ça résonne à ce qu'on s'est dit au début, c'est-à-dire que oui, alors oui, il y avait des problématiques avec le click and collect. La première fois que j'ai eu l'occasion de mettre le click and collect, c'était à la Fnac et Jeux. Et là, ce qui se passe en fait dans les entreprises, donc on est encore dans ces cas de silos, c'est que du coup, les gens commandent sur Internet, vont chercher leurs produits en magasin, mais donc du coup, les vendeuses, elles sont incentivées plutôt sur la vente, sur ce qu'elles vont faire eux, pas sur ce qui vient d'Internet. Et puis en plus, ça prend de la place au sol. C'est-à-dire que du coup, là où eux pourraient mettre des produits et des produits qu'on pourrait acheter. Donc il y a une vraie problématique qui était plutôt liée en fait à la structure des entreprises, ces fameux silos hein, sur lesquels il a fallu. Il y a eu du travail qui a été fait, cette fameuse transformation qui a plus ou moins abouti. En tout cas, maintenant, voilà, l'exemple de la Covid, encore une fois, est un bon exercice, puisque là où les magasins avant n'étaient pas forcément à pousser le click and collect, voire à le proposer parfois aux clients quand il n'y avait pas forcément les produits en magasin, là, ils en ont eu forcément besoin, plus que besoin. Donc, on a fait évoluer, pour répondre à la question de tout à l'heure, donc on a fait évoluer justement cette interface pour répondre au mieux en fait à l'utilisation des conseillères, des conseillers. Et donc du coup, ça a explosé. Et les problématiques de surface au sol, finalement, quand les magasins étaient fermés, c'en était plus une. Donc on a des belles photos avec les magasins qui sont remplis de sacs par terre, en effet, de click and collect. Et ils en ont profité pour justement, on parle de cette rupture, se dire il faut qu'on pense autrement maintenant. Donc suite à ça, vous n'avez pas forcément observé, mais dans les magasins, depuis la réouverture, avant la refermeture, il y avait des espaces spécifiques en fait pour plutôt que d'avoir ces petits sachets Sephora par terre, ils ont installé, ils ont réfléchi sur comment les installer pour pouvoir les mettre les uns au-dessus des autres avec des petits casiers ou utiliser des box plus dans des sacs, voilà. Donc il y a eu toute une réflexion en fait qui a été abordée justement pour pallier à ça. Donc ça a mis un peu de temps hein, parce que du coup je vous parlais du click and collect, moi c'était en 2004. Cette transformation qui a permis un peu d'évoluer, mais la vraie rupture, elle a été avec la Covid. La vraie naissance du click and collect dans toute sa puissance, ça a été en effet avec la fermeture des magasins. Bien sûr. Donc ça a permis de le faire grandir, de le transformer et que maintenant il a vraiment sa place et toute la puissance en fait de ce cas d'usage en fait omnicanal. Très bien. Et vous, à Sephora, sur quelle approche vous basez-vous
pour répondre justement au mieux aux attentes des clients, surtout en ce moment? Alors, ce qu'on utilise surtout, c'est tout ce qui va être analytics. Donc, on a pas mal d'outils pour suivre le client. Donc, quand on parle d'analytics, sur ces approches, ça va être évidemment sur le côté digital, donc application mobile, Internet. On utilise aussi des approches avec des A/B tests. D'accord. Donc, là aussi, c'est très digital, hein. C'est-à-dire que du coup, on va lancer de manière aléatoire ou pas, mais certains tests, on va voir comment réagissent les clients. Et en magasin, c'est un peu plus compliqué, mais on a ce qu'on appelle aussi un love meter. Je ne sais pas si certains ont, donc c'est par mail ou par des boutons en magasin pour tester. Où là, clairement, parfois, c'est des focus, notamment sur ce click and collect, pour être sûr qu'on répond au mieux aux attentes de nos clients. Et pour vous dire, c'est même là-dessus c'est un des facteurs clés de nos primes chez Sephora. Donc voilà, qui pousse en fait à faire que on doit tous répondre au mieux aux attentes de nos clients, indépendamment de notre secteur, enfin de notre service, que ce soit Internet, que ce soit magasin. Donc voilà, toutes les primes de Sephora sont en effet une partie basée sur ce Love Meter. Donc merci toujours de mettre des bonnes notes On y quand vous pensera. recevez ce test. Sur tous les Voilà points. comment on essaie de répondre un peu aussi aux attentes au mieux de nos clients. Très bien. Et concernant les ventes en ligne, donc les ventes en ligne et par les applications mobiles qui justement se sont décuplées ces dernières années, pensez-vous que la vente de demain est vraiment vouée à ne passer que par des canaux, que par ces canaux en question? J'ai envie de dire qu'avec tout ce que je vous ai dit, non. Ah non. Aujourd'hui, on le voit depuis. Ça, c'est une question qu'on aurait pu se poser il y a quelques années quand Internet est arrivé et que les magasins ont perdu du trafic. Mais du coup, ils ont su rebondir par rapport à ça et on est en pleine transformation. Aujourd'hui, moi, c'est des enjeux que j'ai vus partagés dans certaines entreprises depuis quelques années. Chez Sephora, cette année, c'est encore une fois en top one, l'omnicanalité. Mmh. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, notamment avec la conférence, j'ai peut-être fait un peu plus attention, mais il y a beaucoup d'articles en ce moment liés à la Covid justement qui parlent d'omnicanal. Zadig Voltaire, etc. Tout le monde se transforme. On découvre des nouvelles utilisations de la puissance du coup de l'omnicanal. Voilà, même maintenant de click and reserve, de pouvoir voilà, commander et réserver un produit pour l'avoir derrière. Enfin, il y a plein de nouvelles opportunités, on va dire, de nouveaux services, des magasins maintenant qui se transforment aussi en entrepôts. C'est-à-dire qu'avant, tout partait des entrepôts. Finalement, là, votre stock est réparti sur toute la France. Certains produits sont limités, ils n'existent plus que dans certains magasins. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué de vous livrer un produit qui n'est pas dans votre périmètre. Mais demain, voilà, les magasins vont se transformer aussi en quelque part en entrepôts et vont expédier des produits comme le font les entrepôts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc non, évidemment, on ne va pas utiliser que les canaux digitaux, on va continuer à se poser sur cette force omnicanale. Très bien. Juste avant de faire la transition sur notre dernière partie, est-ce que quelqu'un a une question en particulier sur ces derniers points abordés? Comme tout à l'heure, n'hésitez pas à lever la main ou mettre un petit message dans la conversation. Je pense qu'on peut y aller, yes. On peut y aller. Du coup, abordons cette partie donc des évolutions face à la crise sanitaire liée à la Covid. On la connaît, cette Covid qui a ravagé pas mal de business. Nous, maintenant, ce qu'on va essayer de voir, pour vous, quels nouveaux canaux avez-vous adoptés depuis l'apparition de la Covid chez Sephora? Alors, pas comme on a aussi un petit peu parlé, il n'y a pas eu de nouveaux canaux, hein. C'est surtout l'accélération de certains canaux. En revanche, voilà, il y a des canaux sur lesquels on pense aujourd'hui, voilà, pour répondre un peu à ta question sur les nouveaux canaux, ça serait plutôt par exemple du WhatsApp, etc. Mais c'est pas lié à la Covid en vrai. Donc la réponse, c'est plutôt l'accélération d'utilisation de certains canaux, comme le chatbot, comme voilà, ce qui se passe, les applications en magasin, mais pas de nouveaux canaux en soi. Ok, très bien.
Dans ce contexte sanitaire actuel, y a-t-il un impact sur la stratégie omnicanal, justement? Ouais, forcément, il y en a eu un, alors pas que négatif, on en a parlé, hein, il y a eu une grosse perte de chiffre d'affaires quand même qu'on a réussi à pallier grâce à l'omnicanal, au digital, hein. Dans les impacts, on va dire les positifs, c'est qu'on a récupéré beaucoup de budget. Donc on en a perdu, enfin, il y a beaucoup de budgets qui ont été coupés quand même, hein, mais en tout cas, dans les budgets qui ont été sauvés, hein, parce que c'est ce qu'on se dit dans les entreprises aujourd'hui, hein, c'est évidemment, il y a des grosses coupures de budget. Nous, on en a eu un peu moins, on va dire. Donc on n'a pas eu plus de budget, hein, c'est pas le terme, hein, faut pas se dire ça, côté digital, mais en tout cas, on a eu moins de coupures parce que du coup, on devient des acteurs, enfin un service majeur en effet dans l'entreprise sur accélérer encore sur des opportunités ou des besoins qu'on avait déjà lancés ou identifiés. Très bien. D'autre part, de quelle manière votre activité a-t-elle été impactée lors de l'arrivée de cette fameuse Covid? J'ai envie de vous reparler du click and collect, hein. Ouais. Le click and collect, voilà, ça a été un accélérateur de la mise en place de ce click and collect. Donc voilà, pour répéter, mais voilà, c'est derrière un développement de l'application pour qu'elle réponde au mieux, en effet, aux besoins, d'être plus rapide, voilà, plus user-friendly, etc. Mais c'est surtout voilà, sur le click and collect et puis le digital donc avant qui était le premier magasin en France, comme je disais, aujourd'hui qui représente forcément, parfois c'est le seul d'ailleurs, mais qui a on va dire qu'auparavant, nos challenges pour atteindre ces chiffres d'affaires-là, c'était les soldes, les fameux soldes, Black Friday, où là, on a tous les clients à un moment donné, donc il faut qu'on tienne la charge, hein, que du coup, l'expérience, elle soit la même que si vous êtes quelques-uns à vous connecter à Internet ou tous à l'ouverture des soldes. Maintenant, en fait, on a ce résultat-là de manière quasi permanente avec le contexte actuel. Donc, voilà comment elle a été impactée côté digital. Bon, côté magasin, Forcément. on s'adapte en fonction des. On a parlé de la France, hein, mais la problématique, elle est aussi. Nous, c'est Europe, Middle East. Donc, du coup, il faut qu'on s'adapte. En fait, on ouvre et on ferme en fonction du contexte sanitaire dans chacun de ces pays. Donc, le digital permet aussi de le faire facilement. Parce que du coup, on active, on désactive. Très bien. D'autre part, pouvez-vous nous donner en chiffres, encore une fois, de ceux que vous pouvez donner, un peu l'impact de cette crise sanitaire, justement? Voilà, c'est les chiffres que je vous ai partagés en effet tout à l'heure, hein, parce que du coup, c'est plus des chiffres que j'étais en capacité de vous partager. Mais voilà, on est sur une perte du chiffre d'affaires, mais sur un qui a été limité par Internet. Après, d'autres chiffres, c'est qu'on a fait du coup aussi très attention à tout ce qui est OPEX, hein. Donc du coup, voilà, c'est de comment aussi on a fait des économies par ailleurs pour limiter les dégâts du chiffre d'affaires. Donc le digital, mais pas que. D'accord. Très bien. Pour vous, quel canal de vente s'adapte le mieux à la vente de produits cosmétiques, justement, chez Sephora durant cette pandémie? Évidemment, du coup, le digital, le web, le web mobile, les applications et un peu plus notre chatbot. Bon, allez, pour l'anecdote, notre chatbot, je ne sais pas si vous avez suivi qu'il y avait eu des incendies chez les serveurs OVH ces derniers temps, un gros incendie qui a impacté certaines applications, notamment Call, l'application, n'est-ce pas, Paul? Donc, tout le monde a reçu un petit push pour dire, voilà, suite à l'incendie dans les serveurs OVH, il y a pas mal d'applications qui étaient un peu en stand-by. Notre chatbot était hébergé là-bas, mais on est en train de le migrer, donc il va revenir mercredi prochain. Et voilà, les canaux et toujours voilà, le digital, en effet, à partir du moment où c'est la fermeture des magasins. Et voilà, comme le digital aussi, pas que Internet et comme je viens de citer le Wemo ou l'app, mais maintenant aussi certaines de nos conseillères qui du coup permettent de discuter avec on permet aux conseillères de discuter avec les clients. On met aussi en place des beauty masters, c'est-à-dire que avant vous pouviez aller en magasin et on allait vous maquiller, etc. et vous donner des petits tips. Là, c'est ce qu'on propose aussi via des visioconférences aussi. Donc voilà, on essaye de ne pas faire en sorte que nos beauty masters, comme on les appelle, voilà, n'aient plus rien du tout à faire. Donc on utilise différentes typologies, au moins pour communiquer. Donc pas forcément sur le côté vente, mais sur le côté communication, conseil, beauté, etc. Ok, très bien. J'ai cru apercevoir une main se lever tout à l'heure.
C'était Gaussou, je crois, qui avait une question. Ouais, j'avais une question concernant les innovations en fait sur la distribution qui pourraient arriver avec la Covid. En dehors de, j'ai entendu WhatsApp, euh, c'est pas forcément une innovation, mais c'est un canal qui pourrait être renforcé. Qu'est-ce qui pourrait arriver en fait avec cette opportunité d'un côté ou cette menace aussi parce que il y a une baisse de fréquentation des boutiques. Donc oui, alors tout à l'heure, quand je parlais du canal, c'est pour quand à la question quels seraient les nouveaux canaux, il n'y en a pas en vrai. C'est juste après qu'on imagine, on est un peu à l'écoute et on teste d'autres canaux, dont WhatsApp. En termes d'innovation, c'est pas. On va dire que ça ne va pas forcément être visible pour le client, ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est la capacité à mieux servir les produits. Comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, on a certains produits en fait, qui sont plus en entrepôt, mais qui sont répartis dans certains magasins. Évidemment, moi, j'ai une copine qui voulait évidemment ce produit-là, qui était une série limitée d'un parfum. On voit disponible, mais en fait, pas dans des magasins autour d'elle, donc elle ne pouvait pas l'avoir. Donc l'idée, ça va être ça. Ça va être de rendre en fait accessible n'importe quel produit, indépendamment de son lieu de stockage. Donc finalement, vous n'allez pas vous en apercevoir. C'est juste que du coup, on va pouvoir permettre de rendre disponible beaucoup plus de produits, beaucoup plus de gamme de produits ou de produits spécifiques. Il n'y a pas, après l'innovation, c'est des choses qu'on a déjà mis en place, donc il n'y a pas des nouvelles aujourd'hui, mais on va renforcer ce côté, voilà, permettre à nos clients de prendre des rendez-vous rendez-vous avec nos beauty advisors, des choses comme ça. Aujourd'hui, on l'a testé, ça n'a pas été mis en termes de, ça n'a pas été mis en. Aujourd'hui, on appelle ça des POC, des proof of concept, c'est de voir est-ce que ça marche, est-ce que du coup il y a du répondant. Et là, voilà, c'est ce qu'on est en train d'essayer de tester. Et si ça marche et que c'est rentable, évidemment, l'idée c'est de le déployer après. Donc ouais, on serait plus sur des adaptations de services pour les rendre plus efficaces et plus, on va dire, Ouais. acceptés de la clientèle. C'est pas forcément plus rentable pour l'entreprise, par contre. C'est la question qu'on se pose. C'est-à-dire qu'après, je prends par exemple, donc c'est quand même des initiatives qui sont nées pendant la période de Covid, parce que maintenant, malheureusement, ça a quand même à faire 1 an. Mais c'est des choses qu'on a développées. Alors, si je prends l'exemple de prendre des rendez-vous avec les conseillères, l'idée c'est qu'après, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, elles sont en magasin, quand elles ont alors j'espère qu'on va réouvrir les magasins, mais du coup, elles indiquaient leur temps de disponibilité. Et puis l'idée, c'est qu'elles ne fassent pas non plus que ça, parce qu'elles ont des choses à faire en back-office du magasin. Mais il y a tout un système en fait à mettre en place qui en effet a un coût au départ. Et l'enjeu, c'est de savoir si après, finalement, on s'aperçoit que quand les conseillères proposent ce service-là et te font un service beauté ou des conseils beauté à distance, si ça marche et qu'elles achètent des produits, du coup, on va continuer. Après, on peut aussi très bien continuer grâce au digital, c'est que tu vas pouvoir te dire, ça, je l'active que dans tel et tel magasin. C'est-à-dire que des magasins où il n'y a que 2 vendeuses, non. Par contre, on va le déployer, on va le proposer on va aménager en fonction de là où ça va être le plus rentable. Évidemment, il faut que ce soit rentable de manière générale, mais voilà, comme dans des flagships ou autres. Du En fait tout cas, du il faut que digital, il n'y a pas forcément cette contrainte de localisation, d'avoir le magasin juste à côté de chez soi ou autre. Tout à fait. Donc, du coup, c'est là où tu vas pouvoir, là où, par exemple, sur certains magasins, les filles n'arrêtent pas en fait de faire des services beauté. D'autres magasins ont plus de temps dispo et donc on va pouvoir bénéficier de ce service-là. Mais encore une fois, il faut le tester, comme on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors j'ai eu l'occasion de le tester parce que du coup, ils nous proposent des séances comme ça chez Sephora pour nous en interne. Ça leur permet aussi de s'exercer à ça parce que c'est quand même pas évident entre je ne sais pas si c'est une majorité de garçons, mais du coup, quand vous êtes en magasin et qu'elle vous maquille, elle va vous montrer comment faire, etc. Se dire, là, je le vois en visio, est-ce que, en fait, est-ce que ça va me plaire ou pas? Et la seule manière de le savoir, c'est de le faire. Aussi bien pour moi en tant que cliente que la beauty master qui va le faire. Est-ce qu'elle, c'est pas son métier? Ce qu'elle aime, c'est toucher, faire, voir, etc., évoluer. Là, on lui transforme un peu son métier. Donc, est-ce qu'il y a aussi cette envie-là, parce qu'on est quand même sur quelque chose de ludique normalement, enfin, on ne va pas chercher aux impôts, quoi. Et après, en effet, c'est comment on le rend, on va l'adapter. Et en effet, grâce au digital, du coup, c'est plus simple à adapter, mais pour que ce soit que ça reste rentable, évidemment. Et une dernière petite question.
la population masculine, comment elle peut être plus impliquée aussi dans les magasins un peu que Sephora. Je sais qu'il y a les parfums, il y a la partie parfum, soins, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément mis en avant et c'est pas forcément ce pourquoi les hommes se déplacent beaucoup dans les magasins Sephora. C'est pour faire des cadeaux aux filles. Oui, c'est vrai. Alors c'est une très bonne question aussi. Non, mais j'aime parce que du coup, oui, aujourd'hui en merch, en effet, côté homme, on va pas dire que c'est c'est ce qu'on voit en premier. Donc, il y a les parfums, il y a des cosmétiques hommes, il y a la marque Sephora Collection, donc c'est la marque propre de Sephora qui développe aussi de plus en plus. Donc là, voilà, il y a on va dire des axes qu'on développe. Donc, l'homme en fait partie. Il y a les cheveux, on a fait du parfum aussi, on vient de faire du parfum, mais l'homme en fait partie. Après, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'hommes qui maintenant on va faire, se font des mises en beauté. Et on en a un cas, enfin, on a quelqu'un que j'ai croisé aussi chez Sephora. Évidemment, à chaque fois, j'oublie son nom, mais qui est un grand Instagrammeur, en fait, qui était juste vendeur magasin, qui maintenant a un compte Instagram, qui vient de sortir, qui est une star maintenant d'ailleurs, qui vient de sortir même une pub avec un produit qu'il a, une palette, je crois. Mais donc, en fait, on a à regarder chez Sephora et sur nos murs Instagram, on a de plus en plus aussi d'hommes qui finalement se font des mises en beauté. Alors que ce soit juste parfois par rapport au teint, etc. Mais c'est des univers qui se développent aussi côté maquillage. Donc, en tout cas, si la question était au départ sur les soins vraiment masculins, voilà, ça se développe dans la marque Sephora Collection. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas encore ce qui se développe le plus, mais ils testent pas mal, justement grâce au digital. Au digital, aujourd'hui, on a des marques exclusives. C'est-à-dire que certaines marques, comme par exemple Fendi, Rihanna, etc., qui ne sont pas forcément déployées dans tous les magasins parce qu'on a une problématique de surface en magasin. Vous pouvez pas, la taille des magasins fait qu'on peut pas, on doit faire un choix sur les produits, contrairement à Internet. D'accord. En magasin, il y a ce choix à faire. Et donc, c'est vrai que voilà, les questions de rentabilité, on en parlait tout à l'heure, en font partie. Mais voilà. Et donc, du coup, Internet permet aussi de sortir des produits qu'on appelle aussi des produits de niche. Comme là, il y a des marques qui sortent avec quelques produits, mais qui sont des marques phares ou des Instagram, enfin, des influenceuses aussi qui sortent des produits qui marchent très bien. Et donc, du coup, on utilise ce canal Internet pour le vendre. Et nos vendeuses sont aussi en magasin, sont formées pour en parler. Peut-être un autre exemple, j'en profite, mais aujourd'hui aussi, le digital, l'omnicanal, chez Sephora, si vous allez en magasin et qu'il y a un produit n'est pas présent, soit parce qu'il n'y a plus le stock, soit parce que il n'est pas proposé dans ce magasin, la cliente, en fait, la beauty advisor, va vous proposer de l'acheter et de le livrer chez vous et de payer en magasin. Ce qui vous permet de ne pas passer sur Internet, de payer en cash ou autre en caisse et de recevoir le magasin. Donc ça, c'est grâce aussi à une application qui s'appelle Sephora Plus. C'est l'application qui permet de ne pas dire non au client. Voilà. Quand il n'y a pas le produit, du coup, on vous propose quand même de le recevoir chez vous gratuitement et de payer en magasin. D'accord. Bah, merci, c'était très clair. On a une deuxième question, je crois, de Moulin. Oui. Alors, moi, en fait, j'avais une question donc, qui concernait toutes les nouvelles fonctionnalités que vous avez lancées. En gros, vous les avez lancées pendant la crise sanitaire et en fait, moi, j'aimerais savoir si c'était déjà dans les starting blocks ou bien vous avez dû vous réinventer en fait un peu sur le tas. Il y avait des choses qui étaient déjà dans les starting blocks. Hein. Après, ça permet d'accélérer. En revanche, il y a d'autres sujets qui ont été arrêtés parce que du coup, ça passe plus dans les priorités. Mais on n'a pas... il n'y a pas eu vraiment d'innovation. On a la chance chez Sephora de pouvoir quand même être assez... Enfin, la chance. Après, il faut la gérer, mais ils ont plein d'idées. Il y a plein de côté créatif. Donc, ça a surtout permis d'accélérer ou d'améliorer, comme par exemple la fameuse application Click and Collect. Mais voilà, ou d'accélérer le click and reserve, là où je vous parlais tout à l'heure de capacité en fait à ce que nos magasins puissent aussi envoyer des colis, hein, des choses comme ça. Mais c'était déjà dans les stratégies de déploiement. Parce que du jour, voilà. D'accord. Et Et j'avais aussi une dernière question. Est-ce que vous avez prévu de fermer des magasins? ils sont fermés là. Non, mais totalement, genre. Vraiment. Non.
Non, du tout. Hein. Aujourd'hui, on en ouvre. Non, il n'y a pas de. Sephora, c'est LVMH. Du coup, ça permet aussi d'avoir quand même une certaine. Je vais utiliser le mot même luxe, hein, finalement, parce qu'on parle de luxe dans LVMH, mais non, il y a beaucoup d'aides et clairement, ça permet aussi d'assainir. Mais non, aujourd'hui, il n'y a pas de. Il n'y a pas il n'y a pas d'impact, enfin, la Covid n'impacte pas sur des fermetures magasins définitives. Très bien. Merci. Et peut-être, à part s'il y a une autre question là, mais quand tout à l'heure je parlais de click and reserve, le fait de faire en sorte que nos magasins envoient des colis, pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est que c'était des questions qu'on se posait déjà, parce qu'en fait, il y a des produits en fait qui restent en stock, et si la personne, si les clients de cet endroit-là, de ce magasin, n'achètent pas le fameux, je sais plus ce que c'était, un truc Barbie, je sais pas quoi, c'est dommage, parce que du coup, ça reste là. Donc après, évidemment, on va les faire remonter en entrepôt et les vendre par ailleurs. Et là, l'idée, c'est donc ça faisait partie des sujets, mais qui ont été priorisés maintenant, parce que là, forcément, le stock est en magasin. Un stock qui ne bouge pas, ça a un coût de stockage. Et donc, du coup, ça a permis de mettre ce sujet en priorité pour faire en sorte que nos magasins deviennent aussi des expéditeurs. Voilà, donc le sujet était là. Et après, évidemment, on parle toujours de rentabilité, enfin de la valeur de sujet. Et voilà, la Covid, la pandémie a fait qu'un de ces sujets-là est passé du coup en priorité par rapport à d'autres. Il y a une petite main levée là. Aurélien, une question. Oui, moi je voulais savoir si, avec la crise actuelle, vous avez un peu développé le service de livraison à domicile, ou si, même avant la crise, il était suffisamment performant. Alors, l'aspect logistique est un vrai sujet en soi, comme la partie bancaire. C'est des sujets qu'on avait dans ce qu'on appelle nos backlogs, hein. Regardez, aujourd'hui, on peut payer. Je vais commencer par la banque et après, je vais revenir sur ton point logistique. Mais aujourd'hui, avant, on pouvait payer par carte bleue, voire PayPal. Maintenant, vous pouvez même faire du Lydia, de l'Apple Pay, etc. Donc, on est en train de multiplier un peu tout ça. Il se passe la même chose côté logistique. Logistique, maintenant, il y a plein de typologies de transporteurs qui vont vous donner des promesses de délai, de coûts. Donc, on travaille beaucoup dessus. Donc, avant, c'était déjà quelque chose qui fonctionnait très bien. On a les services proposés, ça peut être par exemple en termes de délai de livraison. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez chez Apple, ils peuvent vous amener le téléphone en 2 heures. Bon, est-ce qu'on a envie de ça chez Sephora pour avoir un mascara qui soit amené chez toi en 2 heures? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on travaille dessus parce qu'en effet, il y a des demandes. Donc, on est plutôt sur après voilà, l'aspect rentabilité. Mais la livraison à domicile, donc oui, ça a toujours été un sujet, c'est un sujet qui fonctionne bien. Là, notre point, peut-être, c'est sur le délai de livraison. Et Oui, évidemment, voilà, le coût. c'était Ouais. sur ça que je voulais en venir, parce que je crois que chez Marionneau, par exemple, pour citer un de vos concurrents, je crois qu'ils font appel à des coursiers qui livrent en 2 heures. Donc, je me demandais si vous aviez un peu Alors, on l'a fait. développé ça. On le fait, on a le coursier, hein. Et donc on l'a fait, celui qui livre en 2 heures. On fait aussi, là, on est en train de sortir un autre projet qui est une livraison avec le choix d'un créneau. Mais voilà, je ne peux pas me prononcer sur la rentabilité aujourd'hui de ce projet, parce que du coup, je n'ai pas d'ailleurs les informations. Mais le coût du service, voilà, je me dis, personnellement, là, c'est pas Sephora, mais je ne sais pas combien je suis capable de payer pour avoir mon mascara dans les 2 heures, plutôt que moi. Alors peut-être parce que je suis parisienne aussi, hein, de me dire, c'est bon, je vais aller à côté à un Monop, à un Carrefour, et je vais me dépanner d'un mascara, et puis je vais faire une commande un peu plus tard au global. Donc voilà, on n'est pas sur un téléphone, sur un produit de première nécessité, mais du coup, c'est intéressant. En tout cas, le sujet est là, et le sujet est on va dire, c'est en prod, hein, donc c'est plutôt après l'observation. On l'a déjà testé, hein, il y a quelques temps, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop cher. Encore une fois, ce qui est intéressant, et là le digital permet de le faire, c'est tu proposes pas ça n'importe où. Donc c'est un service qui va être peut-être plutôt utilisé dans des endroits moins citadins, où c'est un peu galère de se rendre dans certains magasins. Donc voilà, on active, on désactive en fonction. D'accord, ok. Bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être enchaîner sur les derniers sujets. Très bien.
enchaînons. Du coup, bon, pour rester dans le contexte de la pandémie actuelle, bon, qu'on déteste tous, mais il fait partie pris de ce sujet dans pas mal d'entreprises. Du coup, combien de temps après l'apparition de la Covid, vous avez pu adapter cette stratégie? Très, très rapidement. Très, très rapidement, pour 2 raisons. La première, c'est que, voilà, le digital, était pas mal déjà mis en place, chez Sephora, même en agile, donc ça permet d'être assez réactif. Bon, honnêtement, il y a moyen d'être plus efficace quand même, mais en tout cas, on était prêts. Donc voilà, après, c'était des choix, des priorités, mais, en termes d'organisation, on était prêts. On a pu, aussi, être prêts. Pourquoi? Entre guillemets, trouver des bons côtés aux choses, mais les fameuses grèves, RATP, à l'époque ont permis de, instaurer le télétravail de manière, plus massive. Donc et ça, c'est important parce que quand on parle de dans quel délai, c'est-à-dire en quels moyens les personnes ont capacité à travailler comme ils travaillaient auparavant. C'est pas forcément, les moyens autres, c'est dire, de chez soi, est-ce qu'on est capable de travailler, comme on travaillait auparavant avec les gens qui étaient les uns à côté des autres? Nous, on avait nos développeurs qui étaient dans les locaux, et qui se sont retrouvés, chez eux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi important, au-delà du process qui a été mis en place, donc de l'agile, de nos équipes de delivery et cetera. C'est, surtout, c'est cette capacité en fait, à, pouvoir travailler de manière, la plus efficace possible en télétravail. Ça a été impacté, hein, évidemment parce que, voilà, parce qu'après, les gens sont pas, forcément tout seuls entre les familles, les enfants, les trucs à faire à côté. Le premier confinement a été un peu compliqué, mais en tout cas, on a pu, on a pu être, assez, contents que, ça nous freine pas tant que ça et qu'on ait pu montrer justement c'est ça, montrer la puissance du digital, de l'omnicanal parce qu'on a pu, déployer très rapidement du click and collect dans les pays qui étaient fermés, voilà. Parce qu'on avait fait un corps modèle, parce qu'on l'avait bien fait. Je parlais tout à l'heure de solutions, c'est-à-dire que mettre en place un click and collect, c'est comment après on peut, facilement le déployer dans certains pays, comment on peut l'activer, le désactiver par rapport à certains magasins et c'est ce qui se passe aujourd'hui donc c'est pour ça que j'en reviens tout au début, mais à se dire entre le besoin, c'est bien de travailler le besoin pour savoir après qu'est-ce qu'on veut à l'instant T, mais comment on peut après le rendre efficace en pensant à demain ou après-demain. Donc oui, on était, déjà corps modèle, on était déjà pas mal en télétravail. On avait les outils qui nous permettaient au niveau de Sephora de travailler avec un réseau, qui a permis de tenir, enfin, il y a eu pas mal d'actions faites pour ça, pour qu'on puisse travailler tous à distance en même temps, parce que c'est une vraie problématique. Mais du coup, voilà, la grève RATP qui a mis, beaucoup de personnes en télétravail, sur les gilets jaunes, c'est un autre sujet, mais voilà et puis la covid est arrivée, ça nous a permis de ne pas être trop freinés, en tout cas. Très bien. D'autre part, toujours dans ce contexte, est-ce que vous avez créé de nouveaux services justement, spécifiques, par rapport à la Covid-19? Finalement, on y a répondu un peu dans la Ouais, question tout à l'heure, hein. C'est pas des nouveaux services, c'est, l'accélération et la priorisation de certains services qui existaient déjà, ouais. c'est ça. Et est-ce qu'on pouvons-nous nous dire justement, que la transformation numérique des entreprises et l'omnicanalité sont des facteurs à succès en ces temps actuels? Mmh. Ah voilà, j'espère que ça fera partie des conclusions là et voilà des articles, qui sont très, très, récurrents aujourd'hui puisque chacun aime à parler de la manière dont ils «s'adaptent» entre guillemets et rebondissent par rapport au covid et l'omnicanalité est omniprésent. Donc oui. Très bien. Et enfin, existe-t-il une complémentarité entre commerce en ligne et commerce physique? Même si on Bah, y a c'est déjà répondu un peu. Voilà, c'est la conclusion, c'est, plus qu'une, voilà, cette fameuse enfin, c'était, c'est bien d'avoir celle-ci en conclusion parce que là, on imaginait, et on a observé ce challenge quand internet est arrivé, entre ces différents canaux. Aujourd'hui, on voit bien que c'est cette complémentarité, qui fait la force de l'entreprise de manière, générale. En tout cas, si elle est présente, elle permettra de le faire de manière, plus efficace. C'est ça, très bien. Écoutez, je vous remercie, tous, donc les étudiants, monsieur Serrir, madame Mündler, et toute l'équipe, FICAP, pour cette conférence, votre attention, vos questions surtout qui ont été, vraiment, très précieuses, pour alimenter justement cette conférence et faire part à tout le monde de nouvelles informations et de nouvelles choses à savoir et à comprendre
sur la stratégie omnicanal, qui n'est pas un sujet anodin pour tout le monde. Est-ce qu'on a, pour conclure rapidement, des dernières questions de la part des étudiants? Ou de Hassan éventuellement. Bien sûr. Non, je me réserve le dernier mot pour conclure. Bien sûr, très Je n'ai bien. pas de questions, puis voilà. D'accord. Après les remerciements de tous, Hassan, je vous laisse la parole du coup. Écoutez, au nom de l'équipe organisatrice, mais aussi au nom de tout le groupe, je vous remercie pour cet exposé qui nous a permis effectivement d'en savoir un peu plus sur votre métier. Merci aussi de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je pense que votre expérience et votre parcours est un exemple parce qu'il permet ainsi d'illustrer c'est une expérience riche et diversifiée qui certainement vous a permis de croiser les savoirs et les acquis pour une évolution professionnelle. Je pense qu'en cela, ça donne une très bonne illustration pour nos apprentis qui seront probablement appelés à une forme de mobilité professionnelle indispensable aujourd'hui dans leur évolution de carrière. Merci encore pour votre temps et vos réponses. Et j'espère que tout le monde a maintenant une idée précise un peu sur votre métier et sur les prérequis pour pouvoir réussir dans ce domaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre présence et de votre retour. Merci beaucoup. J'ai arrêté